Aujourd'hui, nous parlons de l'échec scolaire. De l'échec scolaire, est-ce une fin en soi? Et nous avons sur ce plateau des invités. Oui, nous avons sur ce plateau des invités, un collègue qui est à ma droite, Arnaud Adadja, vous êtes journaliste. Bonjour monsieur. Bonjour Fugensia. Mais il faut préciser en quelle qualité il est sur ce plateau, parce qu'il vient nous faire un témoignage de ce qu'il a vécu. Il a vécu des échecs dans la vie. Il est venu nous donner... Surtout au plan scolaire. Au plan scolaire, exactement. Merci d'être là, monsieur Arnaud Adadja. Merci. En face de vous, nous avons monsieur Marker Alabi, les parents d'élèves. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle la journaliste, bonjour à vous. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau et au téléphone tout à l'heure, dans une quinzaine de minutes. Nous allons établir la liaison avec Dr Bilikis Talibou. Elle est psychopédagogue. Nous allons la voir tout à l'heure. Elle va nous dire un peu ce que c'est que l'échec scolaire. Et ensuite, les comportements que peuvent induire les différents échecs, surtout au plan scolaire. En tout cas, nous allons allons déjà commencer par notre témoin, Arnaud Adadja. Il nous a dit qu'il a échoué. La première fois que vous avez échoué, c'était à quel examen déjà? Le BEPC ou bien le bac? Tout d'abord, permettez-moi de saluer vos téléspectateurs et après cela, c'est une joie pour moi de retrouver mon doyen. Je me rappelle encore mes années d'enseignement dans le secondaire, le doyen Alabi, à qui je présente toutes mes civilités. Et pour répondre à votre question, mon tout premier échec n'était pas d'abord à un examen, mais c'est les années blanches de 1988 à 1990. Voilà, c'est là que j'ai commencé le début de mes échecs. J'ai pensé que pour une expérience, ça en serait la dernière, mais j'en ai accumulé bien d'autres après. Ah bon? Oui. Mais lorsque vous avez eu l'échec, avez-vous eu envie de reprendre les cours? N'est-ce pas difficile? Bon, tout dépend de la constitution morphologique et psychologique et morale de chacun. Moi, je ne sais pas, mais j'ai cette graine en moi qui me permet de ne jamais me décourager face à une quelconque difficulté. Et même en termes de rapport de force, vous avez beau avoir le plus gros muscle possible, moi, j'ai jamais eu peur de quoi que ce soit. Et je pense que c'est ça qui m'a permis, malgré les années d'échecs accumulés, de relever tous les défis et d'être là où je l'espérais le moins aujourd'hui. Oui, vous avez persévéré. Vous avez dit que vous êtes allé au bac. Vous savez, à l'approche des examens, on est stressé. Surtout lorsque vous avez déjà échoué une fois, vous vous demandez comment ça va se passer cette seconde fois. Est-ce que vous n'allez pas affronter les épreuves, même si vous êtes doté d'un certain courage, avec stress? Monsieur Stress n'existe pas chez moi. Mais comment faire? À chaque fois quand j'échoue, d'abord, avant de parler du bac, parlons du BPC. Curieusement, j'ai été au BPC 3 fois. Ah bon? Bien sûr. J'ai eu mon BPC en classe de première. Sans échec dans les classes intermédiaires, bien sûr. Vous connaissez l'ancien système de l'enseignement secondaire. Oui. Et là, on disait même que vous avez porté un pantalon sans galon. Sans galon. Donc, je portais justement, en seconde, je portais le pantalon sans galon. Et c'est en première que j'ai eu l'onction. Et quand je passais en terminale, je suis passé avec le BPC. Et curieusement, je pensais qu'en terminale, les choses allaient passer très vite. Mais il m'a fallu reprendre aussi le bac 3 fois avant de l'avoir, au moment où je m'y attendais le moins. Voilà. Heureusement qu'il y avait ce système qui permettait de passer dans la classe supérieure sinon, et de passer si on également devrait les vous examens. maintenir en troisième. Si c'était dans l'actuel système talon, c'était que vous n'auriez peut-être j'allais jamais faire le encore. bac. Non, j'allais avoir encore plus
d'années cumulées que ce que j'ai engrangé avant d'être là où je suis aujourd'hui. Tout compte fait, ce sont des réformes, il faut les rendre dynamiques. C'est certainement pour régler un problème que cette réforme est intervenue sous ce régime. Nous ne sommes pas là pour faire le procès de ce régime, de cette réforme, mais pour parler de l'échec scolaire. Alors, professeur Alabi, vous êtes parent, vous dépensez en un enfant, vous payez la scolarité, vous payez tout ce qui a rapport avec l'écolage de l'enfant. Il va, c'est l'échec qui vous ramène. Dans quel état vous vous retrouvez? Ah oui, merci à vous. À l'entame, il faut dire que quand un parent qui a envie de voir ses enfants réussir, investit sur eux, il est en droit d'attendre à la fin de l'année que le résultat soit un résultat réconfortant. Mais quand cela se solde par un échec, le parent est peiné, il est déçu et parfois ça peut le conduire à une crise de nerfs, voire la colère, qui amène certains parents, lorsque les échecs se répètent, ou à se décourager parce qu'ils n'ont pas trop de moyens à gaspiller, ou parfois à réorienter l'enfant, parfois contre son gré, dans la formule, quand on ne peut pas réussir sur le plan scolaire, on va apprendre un métier. Alors, vous voyez, donc la réaction d'un parent déçu par l'échec d'un enfant peut l'amener jusqu'à ces extrémités où il fait le choix d'envoyer l'enfant en apprentissage parce que ça lui fait dépenser et gaspiller de l'argent, alors que peut-être l'enfant n'est pas encore en âge ou n'est pas dans cette option, aurait bien voulu qu'on lui donne encore une chance ou une dernière chance. Mais le parent peut dire, ipso facto, je n'ai plus d'argent ou je ne peux plus continuer à investir dans le vide, et voilà, il envoie l'enfant à l'apprentissage. Donc, vous comprenez que un parent qui investit et que l'enfant ne donne pas de bons résultats, le parent peut être déçu et piquer, même aller jusqu'à cette extrémité, de piquer une crise de nerfs. Ça, c'est vrai, les parents sont souvent affectés par l'échec des enfants. Ils sont affectés, le fait de voir les enfants souffrir, ça fait mal aux parents. Oui. Exactement. Mais si déjà l'enfant souffre, déjà par son échec, d'accord, et que le parent vient le faire souffrir davantage pour dire « je te sors de l'école, je te mets à un apprentissage », est-ce que l'enfant aura vraiment cette volonté, si lui-même n'a pas choisi d'aller en apprentissage, est-ce qu'il aura cette volonté pour que le souhait que le parent a en envoyant l'enfant en apprentissage soit exaucé? Belle question. Vous savez, ça dépend un peu aussi de la culture du parent. Moi, je puis vous dire, par exemple, que mon feu père, quand à l'école, vous n'avez pas de bons résultats, vous reprenez une classe, il vous prévient. Si l'année qui suit, vous ne passez pas systématiquement, bon, ok, votre sort est scellé. Et dans sa logique, c'est que la tête qui ne peut pas garder papier est bonne au moins pour garder bagage. Donc là, à une rentrée prochaine, il vous laisse, il achète les fournitures pour les autres, il habille les autres en tenue kaki et les choses, mais vous, votre sort sera scellé quand il aura fini de régler le problème des autres qui doivent aller à l'école. Vous connaissez déjà le sort aussi, si on ne vous achète pas les fournitures scolaires. Mais que vous n'allez pas au cours. Bien évidemment. Alors vous voyez, de cette façon-là, cette rigueur a fait que certains de mes aînés se sont retrouvés très vite à l'apprentissage. J'en ai un qui s'est retrouvé en mécanique auto. Il a fini mécanique auto, mais comme il ne voulait pas faire cela et qu'il se sentait véritablement meurtri dans sa chair, il a repris les cours en cours du soir. Il s'est inscrit en cours du soir et il a fini banquier. Super. Il a fini banquier. Super. Alors ça donne à réfléchir. Est-ce que vous voyez? Il a fini banquier et je me suis dit, bon, c'est parce qu'il a sûrement reçu l'orientation de force de papa comme un choc. Et ça a réveillé en lui le potentiel qui sommeillait. D'accord. Monsieur Labi, vous êtes parent aujourd'hui. Est-ce que vous fonctionnez de la même manière que votre papa? Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que là, d'abord, ma formation en tant qu'enseignant
me prédispose à mieux avoir l'échec autrement qu'un simple parent. Ensuite, ma formation en tant que coach ne me permet pas de dramatiser un échec, mais au contraire de considérer un échec comme une étape vers la réussite. Et aucun échec n'est définitif. Il suffit juste, n'est-ce pas, de savoir tirer le son pour se relancer. D'accord. Vous savez, ce qui enlise davantage ceux qui connaissent de ces échecs scolaires, c'est le regard des camarades. Les autres sont là, ils réussissent, vous êtes là, vous ne réussissez pas. Est-ce que le simple fait de vous stigmatiser, de dire que celui-là, il ne réussit jamais, est-ce que cela n'amène pas, même si ce n'est pas vous, vous avez dit que vous avez été vraiment courageux, vous avez foncé jusqu'au bout, mais est-ce qu'il n'y en a pas qui étaient dans votre cas qui ont abandonné l'école? Oui, ces cas sont légion parce que vous savez, tout le monde n'est pas bon. Dans la plupart des cas, à 90%, quand on fait la statistique, beaucoup de Béninois qui connaissent l'échec ne veulent plus reprendre parce que pour cause du regard des autres, de la société, tout simplement, parce que tout simplement, tout le monde veut être un but de sa personne, fier de son ego, et les autres, ce petit frère qui n'était pas à mon niveau, qui est venu à mon palier, voilà, désormais, qui me dépasse, et c'est moi qui dois être à un niveau inférieur. Vous voyez, quand la réflexion commence comme ça, c'est très sûr que l'issue n'est pas totalement heureuse. Tout à fait. Mais, comme vous l'aviez relevé déjà à l'entame de votre question, ce n'est pas général. Il y a toujours une portion congrue qui est là, téméraire, perspicace, qui tient toujours à aller au bout. D'accord. Oui, mais il y a également le fait que ces échecs peuvent être, comment dit-on, prévenus. Ça dépend de la façon dont vous vous y prenez déjà au début de la rentrée. Est-ce que vous avez cherché à savoir la cause de votre échec, de vos échecs répétés, si ce n'est au plan scolaire, bien sûr? D'emblée, moi, je ne sais pas, mais je ne me vante pas. Je suis un esprit éclairé depuis le ventre de ma maman, puisque j'ai commencé l'école à 5 ans, en 1984. Et cela fait que malgré mes échecs cumulés, vous voyez ma posture très jeune et chou, ça ne se constate pas. Ça ne se constate pas. Et les gens, même à un moment donné, même pendant mes années universitaires, j'en ai connu des professeurs qui ont été surpris qu'un si jeune homme soit quand même capable, aussi combatif et tout. Les gens sont surpris par rapport à mon âge, des années d'échec que j'ai cumulées. C'est dire que moi, la cause de mon échec, c'est d'abord les parents. Le fait que les parents, je sois issu d'une famille de polygames où à un moment donné, il y a eu des scissions où on indexe tel parent comme si, bon, celui-là, si on l'accompagne demain, il risque de nous supplanter. Surtout quand vous avez la malchance que vos parents, votre papa a un peu de moyens et que tous les enfants convoitent, c'est que très sûr que celui qui fait un peu d'effort à l'école, on fait tout pour le marginaliser, pour le défavoriser. Et lorsque vous êtes frustré dans votre chair, à un moment donné, un peu comme ça s'est passé du côté de l'aîné de mon doyen d'en face, et vous vous dites, je dois rentrer en moi-même, redoubler mon être à 1000 manières pour quand même prouver à tous ceux-là qui me défient que je suis le plus fort. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Ouais. Monsieur Arnaud Adadja a souligné les problèmes familiaux. Oui. Quelles sont selon vous les causes qui peuvent amener un enfant à l'échec? Merci. Vous savez, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de causes. Quand d'abord la famille qui est le premier lieu qui accueille l'enfant, qui lui permet de grandir, ne connaît pas une stabilité, n'est pas havre de paix où l'enfant peut s'épanouir, déjà psychologiquement l'enfant est affecté. Et vous savez, généralement les problèmes ou les chocs affectifs que l'on reçoit dans notre tendre enfance ont toujours des répercussions sur nous. Vous savez, des études scientifiques ont montré que parfois, quand vous avez des enfants indisciplinés à l'école qui deviennent des cancres, ça peut être lié aux facteurs familiaux ou peut-être à la maison.
le père et la mère ne sont plus ensemble et l'enfant nageant entre deux parents qui se contredisent. La mère dit autre chose là-bas, le papa dit autre chose ici, et l'enfant, perdu dans cette contradiction de valeurs et de prescriptions, choisit donc, n'est-ce pas, de faire sa propre révolution et il n'obéit plus à rien. Parfois, même quand les parents sont ensemble et ne s'entendent pas, Très bien. cela agit également sur les enfants. Voilà, donc il y a ce cas aussi où parfois les parents sont ensemble, mais ils n'ont pas la même vision, ils n'harmonisent pas. L'enfant, parfois, il a lui aussi sa personnalité. Et ça crée donc, n'est-ce pas, des tensions où l'enfant, dans ce jeu, si les parents l'écrasent par leur autorité, il choisit donc, n'est-ce pas, une autre voie. C'est à l'école que lui, il démontre à quel point il s'épanouit et il fait son voyou. Quand il rentre à la maison, écrasé par l'autorité parentale, il joue au sage. Mais à l'école, il est le casse-pied de toute la classe et les surveillants généraux, l'administration, on se plaint de lui. Mais quand il vient à la maison, il est sage. Alors, c'est autant de réactions qui montrent que quand d'abord la famille n'est pas stable, quand d'abord la maison n'accueille pas convenablement, il ne peut pas avoir de suivi, il ne peut pas avoir d'encadrement. L'enfant, plus ou moins, est livré à lui-même. Et là, ça débouche sur l'échec. Et à tous les niveaux, l'échec même de l'éducation qu'il reçoit, l'échec de l'instruction et l'échec sur le plan social. D'accord, très bien. Alors nous allons voir aussi, quand on échoue à un examen, ce qui se passe au niveau des candidats malheureux, ce qui se passe également au niveau des parents. Est-ce que tout le monde a encore le courage d'affronter la même classe l'année suivante? Eh bien, nous allons voir ce qu'ils pensent au micro de Victoire Ngon. L'échec scolaire, ça peut être dû au manque de soutien des parents ou amis, des parents surtout. Ou bien ça peut être dû à la paresse de l'enfant. Un enfant qui ne réussit pas à l'école peut embrasser un autre métier, réussir dans sa vie, ça peut arriver. S'il va à l'école, on constate qu'il ne réussit pas dans les études. S'il ne réussit pas dans les études, et c'est clair, donc il vaut mieux l'orienter pour aller en apprentissage. Sinon, il ne réussira jamais à l'école. Ou bien, s'il a fait une classe, s'il fait la classe 2 ou 3 fois, il va finir quand? C'est des gens que vous retrouvez peut-être en deuxième année à l'université qui ont 30 ans ou 32 ans. Si à 32 ans vous êtes à l'université alors qu'à 21 ans un enfant finit, l'enfant qui a 21 ans, c'est lui qui sera votre professeur peut-être pour vous faire des TD à 32 ans en première année, ça ne colle pas. Si les classes ça ne marche pas, vous pouvez déceler en l'enfant des aptitudes à faire autre chose. L'échec n'est pas une finalité, pas du tout. Au fait, l'échec, ça remotive. Parce que quand tu tombes pas, tu ne peux pas te relever. Donc c'est une force de plus. Donc les parents doivent encourager l'enfant et non le réprimander. Quand tu as un objectif, tu franchis tous les obstacles. Mais quand tu n'as pas un objectif, tu dis, bon, je vais avoir seulement le bac pour avoir le bac. Là, tu peux te décourager quand tu échoues 1, 2, 3 fois. Mais quand tu as un objectif, tu sais que je vais atteindre quelque part. Tu peux aller 10 fois après, tu sais pourquoi tu veux avoir ça. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est un combat. C'est un combat perpétuel. Il ne faut pas se décourager. En Afrique, les Français nous ont inculqué quelque chose, et c'est la bureaucratie qu'on nous a appris. Et tout le monde cherche à aller à l'école forcément. Alors qu'il faut de la créativité, il faut créer. Moi, je suis là aujourd'hui, avec mon âge, tout ça là, moi j'ai des choses à créer encore. Sinon, comment vous allez vivre? Vous allez mourir ou bien vous allez vous suicider, bien c'est quoi? Les choses, non, la langue des Français là, il faut laisser ça de côté. Nos grands-parents n'ont pas étudié, ils n'ont pas été à l'école, mais ils ont élevé nos parents à nous, qui nous ont élevés par la suite. Et beaucoup, combien de nos arrière-parents là ont été à l'école? Combien? Non. Donc, les terres, il est vrai, les terres sont finies, mais il faut créer. Il faut voir les Ghanéens, les Nigérians, surtout les Ghanéens, comment ils créent des activités. Ça dépend des conditions dans lesquelles on met l'enfant. Voilà, si on met l'enfant dans les conditions, mais nonobstant toutes ces conditions, il y a d'autres qui pensent que, bon, comme mes parents sont à l'aise, on n'a pas donné une base solide, l'enfant est d'office inconscient. Il ne veut pas prendre conscience de son avenir.
Il est là à patauger, il ne veut pas. Donc il faut quelqu'un qui puisse lui imprimer le bon comportement afin de le, c'est ça qui fait que on dit que à l'école on achève les tares de l'enfant. Donc c'est eux qui sont les éducateurs, qui sont chargés de recenser psychologiquement, matériellement, spirituellement ce qui fait que l'enfant n'arrive pas. Et ils sont chargés de corriger. Oui, un intervenant l'a dit, il a vu un combat. Monsieur Arnaud, vous avez eu la chance, vous êtes relevé. Vous avez suivi comme nous les interventions. Que vous inspirent quand même les propos? C'est un plaisir pour moi de toujours rebondir sur l'exemple de l'aîné à M. Alabi. Vous voyez, quelqu'un qui, pour raison de l'échec, on l'a congédié en apprentissage. Mais voilà quelqu'un qui rebondit, qui revient de sa zone de confort avec plus de force et qui finit banquier. Cela veut dire que, tel que vous l'avez stimulé, l'échec scolaire est-il une fin en soi? L'échec n'est pas une fin en soi. Tout dépend de l'objectif. Et un intervenant l'a dit, je crois que c'est le troisième intervenant ou le deuxième, que tout dépend de l'objectif, de ce que vous-même vous vous êtes mis dans la tête, de l'objectif que vous vous êtes fixé et des moyens que vous vous êtes donnés pour y parvenir. Le plus important que je retiens de ces interventions, c'est d'être consciencieux. Être sûr que ce que je m'en vais faire là, ça va être utile à la communauté et non une chaîne pour la communauté. D'accord, très bien. Pour votre réaction, M. Alabi? Ah oui, dans le même sillage que M. Adadja, il faut reconnaître que aucun échec ne doit être considéré comme une fin en soi. Quand vous ressassez les grands penseurs, les Colin Powell, vous prenez même, n'est-ce pas, Churchill, vous prenez Nelson Mandela, tous ces grands hommes-là ont eu à connaître dans leur vie des échecs, des difficultés qu'ils ont surmontées. Ouais. Et quand vous retenez une partie de leur pensée, de leur leitmotiv, ils se sont rendus compte qu'un échec vient plutôt pour nous aider à mieux nous outiller, à prendre du recul pour sauter. Mais cela n'est pas facile parce que il n'est pas très facile de se relever de ces échecs. Ouais. Et tous les échecs n'ont pas également le même impact sur nous. Il y a des échecs cuisants, il y a des échecs qui vous déroutent, il y a des échecs qui vous affectent au point où votre moi-même, n'est-ce pas, est complètement à terre. Lorsque vous ne vous attendiez pas du tout. Alors, vous voyez, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui échoue en terminale pour une première fois à son baccalauréat, n'a pas le même choc que quelqu'un qui est au troisième essai. Ah bon? Ah oui, c'est ça justement. Celui qui est au troisième essai, lui, il reçoit encore le troisième échec là comme étant véritablement, il peut penser même à une malédiction. C'est ça. Mais parfois, certains sont allés jusqu'au cinquième essai avant de réussir au baccalauréat. Alors, vous voyez que celui qui est allé jusqu'au cinquième, il a fait preuve de beaucoup d'endurance. Oui, peut-être que son entourage l'y a aidé ou qu'il a eu sur son chemin un bon conseiller, un accompagnateur qui lui dit n'abandonne pas. Seuls, donc, n'est-ce pas, ceux qui abandonnent ne réussissent pas. Absolument. Ceux qui s'accrochent finissent toujours par réussir. D'accord. C'est la leçon qu'il faut retenir de votre témoignage. Eh bien, nous établissons déjà la liaison téléphonique avec notre psychopédagogue, docteur Bilikis Talibou, en ligne. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, ce matin, nous parlons de l'échec scolaire. Vous savez que nous sommes dans une période où les résultats aux différents examens de fin d'année pleuvent déjà. Dans quelques jours, demain particulièrement, on aura les résultats du baccalauréat. Dites-nous déjà comment comprendre l'échec à un examen de fin d'année. Oui, merci pour la question. L'échec en fin d'année, c'est l'insuccès. C'est le fait qu'on s'est fixé des objectifs et à la fin du rouleau, cet objectif, on n'a pas pu l'atteindre. Et donc, on pourrait également dire que tout au long de l'année scolaire, l'enfant a eu à subir des évaluations qui éventuellement, auxquelles il n'a pas réussi,
et qui pourrait se solder par l'échec à la fin de l'année. Tout comme il peut y avoir des enfants qui travaillent correctement, normalement, ont régulièrement leur moyenne de classe, mais malheureusement, à la fin de l'année, connaissent l'échec en fin d'année, que ce soit, et surtout au moment des examens. Et là, il faut se demander, mais quels sont les facteurs qui ont intervenu le jour de l'examen, par exemple, ou bien un peu avant, et qui ont influencé négativement la performance de l'enfant. Oui. D'accord. Donc, c'est important de rechercher les causes à différents niveaux, mais quels peuvent être les inconvénients de l'échec scolaire? Oui, l'échec scolaire a des inconvénients puisque lorsque l'enfant commence l'école, il est dans une cohorte avec ses camarades. Et dès qu'il échoue, c'est-à-dire c'est comme un élément de la cohorte qui s'est arrêté, les autres poursuivent leur cheminement. Tout à fait. Et donc, une année de perdu, c'est difficilement rattrapable, mais il peut arriver que l'enfant qui a connu l'échec maintenant peut également rattraper certains de ses camarades parce qu'eux-mêmes, à un moment donné, ont connu l'échec. Ouais. Tout comme l'élève qui a échoué maintenant peut transcender facilement dans la vie, et contrairement à ses camarades qui ont évolué, qui ont eu une réussite parfaite. Ouais. Et donc, l'échec n'est pas une fin en soi. Et c'est le fait de conserver la notion de l'échec, c'est-à-dire quand l'enfant a eu l'échec, il ne faudrait pas qu'il reste à ce niveau-là. Il faudrait qu'à un moment donné qu'on puisse le mobiliser, le sensibiliser, lui dire ce n'est pas la fin du monde, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Tu as la possibilité d'aller de l'avant. Ouais. Et quand l'enfant trouve ces éléments d'accompagnement, il peut poursuivre sa route au lieu d'abandonner, parce que l'un des inconvénients également, c'est l'abandon. C'est ça. L'autre inconvénient également, c'est le stress permanent. Ouais. Je me rappelle de cette candidate cette année qui m'a abordée et qui me dit, je n'arrive pas à me focaliser lorsque je suis en train d'apprendre sur un seul cahier. Je veux toucher à tous les cahiers au même moment. Il y a une peur. Et lorsque j'ai creusé, je lui ai demandé, est-ce que tu as passé l'examen une fois déjà? La candidate m'a répondu oui. Et j'ai dit, tiens, il y a cette peur de l'échec à nouveau. Et donc, c'est le stress permanent lorsqu'on connaît déjà une fois l'échec. Et lorsqu'on ne l'a jamais connu, quand ça vient, ça brise l'enfant. Voilà. Pas seulement l'enfant, mais également l'adulte. Le parent. Parent. Mais vous savez, lorsque les enfants échouent à l'examen, il y a certains enseignants qui, une fois en classe, disent oh, « toi, tu es un taré » ou bien ce sont les camarades qui disent « bon, toi, tu es un vaurien, tu es toujours à la traîne ». Est-ce que cela n'enlise pas davantage l'enfant qui prépare, qui a connu un échec et qui s'est donné du courage pour reprendre? C'est une grande erreur que d'agir ainsi. Il y a les auteurs Rosenthal et Jacobson qui ont parlé de l'effet Pygmalion à l'école, c'est-à-dire la possibilité de croire en la capacité de réussir de l'apprenant. L'élève peut avoir des difficultés, mais cela ne veut pas dire que ces difficultés vont l'empêcher de réussir sa vie scolaire. Et donc, c'est l'image qu'on envoie à l'apprenant, c'est la projection qu'on lui fait qui constitue son moteur, ce qui l'amène à se donner, c'est-à-dire une motivation. Et donc, les enseignants qui commettent pareil jugement sur les apprenants doivent se remettre en cause et se dire je dois accompagner, nous devons accompagner les enfants parce que les élèves nous viennent de divers horizons. D'accord. Et ce n'est pas, parfois on parle de paresse chez l'enfant. Cette paresse peut être apparente et en cacher beaucoup de problèmes. Effectivement. L'enfant peut venir d'une maison ou d'une famille disloquée, d'un parent qui vient de décéder, de la maladie d'un proche. Et quand on ne creuse pas, on ne peut pas savoir pourquoi cet enfant est en échec. C'est ça. Cela peut être également le fait d'une maladie que l'enfant même ignore ou que même son entourage ignore et cela peut impacter sa réussite. Donc, il ne faudrait pas qu'on stigmatise tout de suite l'enfant pour dire qu'il a un bon arrière, qu'il a un cancre,
encore qu'il n'y a pas d'enfant taré. Ouais. C'est les mesures d'accompagnement qui ne suivent pas, qui font qu'on amène les enfants sur la pente de l'échec. D'accord. Très bien. Alors, comment alors accompagner un enfant à se refaire confiance et à dire oui, c'est pas un échec, ce n'est pas un échec, je peux encore réussir. Oui, c'est l'encouragement, c'est ce que nous appelons le renforçateur positif. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la pédagogie positive. Et en réalité, l'évaluation en soi n'est pas une punition, c'est le fait de contrôler les acquis qui ont été donnés à l'enfant. Et quand l'enfant pose problème par rapport à cet acquis, c'est de comprendre, c'est de chercher à comprendre ce qui a empêché sa réussite. D'accord. Et donc, c'est toujours de motiver, de toujours pouvoir lui dire, tu es capable de, nous te faisons confiance. Nous savons que chaque jour, en faisant un petit effort, tu peux y arriver. D'accord, voilà. Très bien. Mais vous savez, on peut également prévoir l'échec scolaire, tout comme on prépare le succès à un examen. Est-ce qu'il y a des moyens d'éviter cet échec à la fin de l'année aux différents examens? Oui, c'est tout un arsenal. C'est déjà l'élève qui est acteur de sa propre réussite et de son échec, c'est-à-dire l'élève doit continuellement travailler. Il doit être ordonné dans son apprentissage, au-delà de tout ce que les enseignants feront avec lui ou de ce que les encadreurs de maison feront. Lui-même doit avoir un programme personnel de travail. Et maintenant, il faut également regarder l'environnement. L'environnement doit être sécurisant pour l'enfant. Obligatoirement, que ce soit l'environnement familial ou l'environnement scolaire, on doit veiller à ce que l'enfant s'y sente à l'aise pour pouvoir apprendre. D'accord. Merci beaucoup, Dr Bilikis Talibou. Vous êtes psychopédagogue. Merci d'avoir contribué à cette émission, à ce débat sur l'échec scolaire. Est-ce une fin en soi? Vous avez été clair, ce n'est pas une fin en soi. L'élève qui a échoué peut très bien réussir l'année après. Il suffit de l'encourager, de le motiver. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Oui, Monsieur Marc Alabi, vous avez suivi l'intervention de la psychopédagogue. Elle a dit, lorsque vous avez échoué une fois, vous êtes permanemment stressé. Que vous inspirent ces propos? Ah oui, j'ai suivi l'analyse du docteur Bilikis, une brillante analyse d'ailleurs qui oriente l'échec et prend en compte beaucoup de facteurs. Foncièrement, il faut dire que l'élève qui échoue, s'il est conscient, l'impact sur lui est autre. Mais s'il est inconscient, l'impact est également différent. C'est ça. Et parfois, vous voyez, les réactions des parents aussi dépendent de comment l'enfant prend l'échec et comment il s'est comporté pour aller vers l'échec. Vous convenez avec moi que si vous avez un enfant sur qui vous investissez, vous l'entretenez, vous jouez votre partition pleinement. Mais vous sentez qu'il ne se prend pas au sérieux. Vous l'avertissez, vous lui tirez les oreilles, vous faites tout ce que vous devez faire. S'il échoue, vous voyez la réaction du parent souvent, je t'avais prévenu, c'est bien fait pour toi. Si tu ne peux pas à l'école, tu iras à l'apprentissage. C'est ça. Ça, c'est une réaction possible. Mais à contrario, si pendant que vous investissez, l'enfant prend les choses au sérieux et vous encourage dans l'investissement et vous vous rendez compte que cet enfant, il s'est pris au sérieux. Il voit les peines que vous êtes en train de vous donner à investir dans sa scolarité et malgré cela, il échoue. Vous-même, parents, vous pouvez témoigner que mais lui, il s'est quand même pris au sérieux. C'est que l'année n'est pas sûrement l'année de chance. Voilà. Bon, et vous l'encouragez. Le parent supporte avec vous lui supportez avec cet lui. échec-là. Est-ce que vous voyez? Donc, quelque part, le comportement de l'apprenant peut déterminer la réaction des parents et parfois même de son entourage. Tout à fait.
Donc, il y a une relation de cause à effet. L'un impacte toujours l'autre et rien n'est détaché. Cela est transparu dans l'intervention du docteur Bilikis tout à l'heure, qui a vu que tout est lié et ceci entraîne cela. Et on doit savoir faire attention et prendre du recul par rapport à l'échec et ne jamais considérer que c'est une fin en soi. Parce que l'enfant inconscient aujourd'hui, on peut l'aider à prendre conscience et là, ça peut être tout autre chose. Très bien. Vous permettez très rapidement, Anno Adacha, on va rapidement lire quelques messages. Il y a Benoît Rondja qui nous a écrit ceci. Il dit « La réussite et l'échec constituent les deux faces d'une même médaille. Si l'on considère que cette médaille, c'est la vie, on pourrait dire qu'une vie est faite de réussite et d'échec. L'échec n'est donc pas et ne saurait d'ailleurs être une fin en soi. La vie ne s'arrête pas parce qu'on a échoué à un examen. Les parents doivent accompagner les enfants en cas d'échec en mettant l'accent sur la confiance qu'ils ont en eux, surtout quand c'est un enfant consciencieux et travailleur qui échoue. Ou alors demander à l'enfant de redoubler d'efforts sans le traumatiser en le dénigrant. Les dérapages, justement, viennent souvent des menaces proférées par certains parents à l'endroit de leur enfant bien avant la proclamation des résultats. Si jamais tu échoues, il ne faut même pas revenir ici. Des propos à bannir car on pourrait dire qu'il suffit d'apprendre ces leçons pour éviter l'échec scolaire en fin d'année, mais ce serait une erreur d'appréciation. Il y a le facteur chance qui compte également. N'oublions donc pas la prière tous les jours. Merci. Oui, et il y a Madame Dorcas Togbenol trouve que l'échec fait partie de la vie. Beaucoup de ceux qui réussissent ont pris conscience après leur échec. L'échec est le commencement du succès, j'affirme. Un enfant qui a échoué a besoin d'être accompagné, sensibilisé et encouragé. Il faut lui expliquer qu'il est le seul à décider s'il va réussir ou échouer. Les parents le mettent dans les conditions optimales à lui de faire les efforts qu'il faut pour briller. Mais s'il a des difficultés, il faut les remonter pour se faire assister. Les parents nous ont appris que l'échec est mauvais, si bien qu'on est prêt à se suicider en cas d'échec. C'est grave. Arrêtons cela. Certains enfants, après échec ou examen, ne rentrent plus, se suicident ou gâchent leur vie. Accidents, noyades, suicides, vidés de débauche, drogue, etc. Certains couples sont même disloqués. Prenons garde. Assistons nos enfants dans l'apprentissage, suivons-les, coachons-les, écoutons-les, encourageons-les et en cas d'échec, sensibilisons-les, mettons-les devant le fait accompli. Soutenons-les pour renforcer leur niveau de confiance en soi. Voilà. Et Mamita Bouriana Daki a dit ceci, salut les amis, l'échec n'est pas du tout une fin en soi, il sert plutôt à mieux s'armer pour faire le lit à la réussite. La condition première est de l'assumer correctement grâce à l'aide et l'encadrement des parents responsables, attentionnés et dévoués pour le surmonter. Seuls les parents peuvent être un grand support, surtout lorsqu'on sait que l'élève studieux et travailleur au cours de l'année. Pas de panique ni de remontrance à l'élève qui a échoué. Les dérapages, les menaces et autres, le plus souvent, sont catastrophiques. Morts d'enfants, suicides et autres sont à éviter. Celui qui échoue cette année réussira l'année prochaine. Chers parents, soyons positifs et vigilants. L'avenir appartient à ceux qui ont foi et espoir en Dieu, le très miséricordieux, notre Créateur. La vie est sacrée. Aimons et aidons nos enfants à surmonter et supporter les épreuves de la vie. Je vous salue. Voilà le message que Mamita Bouriana Dagia nous a envoyé. Nous allons rapidement faire un dernier tour de table. Anno, vous avez suivi la psychopédagogue. Vous avez également suivi les messages que nous avons lus tout à l'heure. Il y en a qui ont parlé des problèmes que l'échec scolaire d'un enfant crée, même dans la famille. Les parents commencent à se jeter le tort. L'enfant se retrouve complètement perdu. Alors, puisque nous sommes dans cette fièvre de proclamation des résultats, qu'avez-vous à dire à ces apprenants qui vont peut-être
échoué et à ses parents qui auront des enfants qui auront connu l'échec à un examen? Lorsque vous avez étudié jusqu'à un certain palier, vous apprendriez que la roue est déjà inventée. Ce n'est plus aujourd'hui que nous allons inventer la roue. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Je fais référence à un passage biblique qui dit « Au commencement était la parole et que la parole est Dieu, la force du verbe. » Vous savez, ceux-là que nous prenons, permettez-moi de prendre pas ces travers pour pouvoir être précis dans ma réponse. C'est juste de petites parenthèses que je prends comme ça pour vous donner une réponse précise. Donc, ne vous perdez pas. Non, nous vous suivons. Voilà. Donc, j'étais en train de vous dire ce qui suit. Il y a les leaders politiques que nous avons. S'ils ne le savent pas, c'est que sciemment ou inconsciemment, ils sont d'abord soit des didacticiens ou des pédagogues, sans avoir été à l'école de l'enseignement. Et ils doivent l'être parce qu'ils sont des modèles. Vous comprenez? Barack Obama nous disait « Yes, we can ». 3 unités sémantiques. Mais vous ne pouvez pas comprendre le volume d'explications que cela remplit. Ça veut dire quiconque qui veut renforcer, qui veut accompagner, qui veut doper le moral d'un élève qui a échoué, c'est d'abord commencer par lui dire « Tu peux, tu peux, tu peux ». Et commencer par rassembler en lui des éléments qui prouvent qu'il peut vraiment. Et vous allez voir tout de suite, il sortira de sa zone de confort pour prouver le meilleur de lui-même, mieux que celui qu'on croit actuellement meilleur. D'accord. Oui. Merci beaucoup à Anouar Dadja. Votre mot de fin, Monsieur Macaire. Merci. Et je voudrais d'abord constater que les interventions que vous avez lues tout à l'heure sont de très bonnes contributions parce que là, chacun diversement a abordé la question de l'échec et a invité à surmonter l'échec. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à dire. Je voudrais à cette occasion inviter, n'est-ce pas, tous les parents à continuer à soutenir leurs enfants, même s'il arrivait que, contrairement à leurs vœux, l'enfant échouait. Je voudrais inviter également tous les candidats à tous les examens qui sont en cours et qui restent à venir, que l'échec n'est pas une fin en soi. Le plus important, c'est de prendre le recul nécessaire pour tirer leçon de ces échecs et de se déterminer à remonter, à surmonter la difficulté qui est la cause de l'échec pour pouvoir atteindre la réussite. Absolument. Enfin, je voudrais inviter tous les acteurs, parce que quand il y a échec, il faut chercher toutes les causes. Parfois, ce n'est pas que l'apprenant. C'est ça. La cause peut provenir ou des parents, ou des enseignants, ou peut-être de l'environnement dans lequel l'enfant vit, et les causes socio-anthropologiques, comme on le dit. Donc, ça prend tout en compte. Ou parfois même la structure étatique qui est en place. Par exemple, vous aviez dit auparavant, même quand on réussit, on échoue à son examen au BPC, on peut aller en seconde. Quand de nouvelles donnes disent il ne faut pas aller en seconde sans le BPC, vous voyez, ça peut être un blocage pour un enfant qui peut-être a 16 de moyenne en 3e, mais qui, parce qu'il n'est pas admis à son BPC, doit reprendre la classe de 3e. Vous voyez, c'est des facteurs. Donc ça veut dire que et le pouvoir, et les parents, et les enseignants, chacun, et l'apprenant, chacun est un acteur. Absolument. Et il faut que chaque acteur prenne conscience et joue sa partition. Pour aller vers la réussite, chacun doit jouer sa partition. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Macaire. Malheureusement, le temps est parti. Si vous le permettez, juste une petite seconde. Quand M. Alabi parlait de causes socio-anthropologiques, je voudrais juste donner un exemple que à chaque fois que moi j'ai connu le succès, il a fallu que je sorte du cocon familial. Ça veut dire que le beau est une réalité que nous devrons prendre en compte. Beau, comme biologie. D'accord, merci. Merci, monsieur Anouar Dadja.